Bonjour. Pour cette première de La Brèche, une série d'entretiens réalisés par le collectif ESC, nous sommes allés à la rencontre d'Alexia Morvan, praticienne et chercheuse en éducation populaire. Après avoir évoqué avec elle la crise sanitaire que nous vivons, critique voire dramatique pour de nombreuses catégories de la population pendant le confinement, Habitants et habitantes des tours, sans balcon, des logements insalubres, des personnes incarcérées ou sans logement, Alexia Morvan a abordé l'amplification des inégalités déjà existantes, face aux maladies, face aux violences interconjugales ou dans l'espace public, ou dans les entreprises pour les plus précarisés des salariés et bien souvent en première ligne. Bien sûr le personnel soignant, mais aussi les caissiers et caissières, postiers, postières, éboueurs, salariés des petits commerces, de l'agroalimentaire, de la livraison de pizza et autres biens de consommation. Finalement, cette crise sanitaire a bon dos et tombe à point nommé après, rappelons-nous, une période de protestation sociale très vive. Que l'on se rassure, l'activité économique est assurée. Les cotisations sociales sont allégées, voire supprimées, celles-là même qui financent nos services publics. Certains droits du travail sont allégés, voire supprimés, ceux-là même qui sont censés protéger la santé des salariés. La société veille et surveille. Les médias assènent. La télé devient outil pédagogique. Et les réseaux sociaux e-learning. Alors, que faire ? Quelle perspective se donner pour poursuivre l'objectif d'émancipation de l'éducation populaire ? Et donc, de l'éducation socio-culturelle. Voilà ce qu'en dit Alexia Morvan. Je pense qu'on a une responsabilité de témoigner et d'écrire notre histoire de ce confinement, si on ne veut pas que notre expérience du confinement et de ce que ça a pu provoquer soit confisquée par une écriture officielle qui est déjà à l'œuvre et qui va se poursuivre. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on sache également un petit peu mieux vers où on voudrait aller. Et de ce côté-là, il y a toute une partie propositionnelle à travailler. Pour moi, en rupture, évidemment, avec le capitalisme, qui est l'un des moteurs qui nous met dans cette situation présente. Plusieurs groupes ont fait part, en parlant de cette crise majeure de 1945 et du CNR, du Conseil national de la résistance. Moi, je pense que c'est une référence intéressante, même si évidemment, il ne s'agit pas forcément de recopier ou de revivre ce Conseil national de la résistance, mais il faut trouver une forme, en tout cas de travail, de proposition qui permettent de mettre beaucoup de gens autour de la table pour discuter, débattre, et aussi beaucoup de collectifs pour porter ou organiser, en tout cas, et structurer les propositions. On pourrait également mettre à profit le deuxième tour des municipales pour aller poser des questions à tous les candidats sur justement les inflexions et leurs propositions, et tenter également des coordinations des collectifs qui étaient déjà en lutte avant l'épidémie. Mais tout ça nécessite un travail de fourmi que vous menez déjà, mais qu'il va falloir forcément intensifier. Ce travail de fourmi qui est celui de l'éducation populaire notamment. Et j'ai beaucoup toujours apprécié les écrits de Gramsci qui montraient justement que partout où il y avait eu des révolutions importantes, il y avait justement un travail de diffusion des idées et de discussion qui a permis que quand les moments révolutionnaires arrivaient, la population avait déjà non seulement de l'expérience de ce qui pourrait être la société demain, mais en plus avait une conscience de la complexité, avait un niveau de maturité et de sensibilité qui permettait de prendre des décisions plus lucides, plus éclairées sur l'avenir, et donc de pouvoir absolument
voilà, non seulement se projeter dans un temps beaucoup plus long que celui des partis et du gouvernement. Mais aussi voilà, discuter à toutes les échelles de la société, de la plus petite unité à la plus grande de toutes ces propositions. Moi, je m'inquiète beaucoup pour les générations futures. Donc, on voit bien que c'est des périodes où la nécessité de penser collectivement, de discuter, est encore plus cruciale. Et là encore, ça nous renvoie aussi au Conseil national de la résistance, parce que certaines méthodes d'éducation populaire qu'on a pu pratiquer les uns les autres, comme l'entraînement mental, qui est né, certes, de travaux avant la guerre, mais qui ont été utilisés et expérimentés, on va dire, pendant la résistance. C'était justement pour faire face à des situations de crise de ce type-là, où il faut parfois prendre des décisions à la fois dans certaines urgences, mais pour autant essayer de distinguer l'urgence du moyen et du long terme, essayer de comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, les logiques structurelles, on va dire, de la situation dans laquelle on est. Donc pour moi, dans le travail qu'on mène déjà et qu'on devrait mener de manière plus ardente, entre guillemets, c'est de comprendre et de connaître le fonctionnement des institutions. Actuellement, il y a un gros souci pour moi qui est que la plupart d'entre nous, et a fortiori, ou en tout cas les plus jeunes générations, ne savent pas forcément comment fonctionne, ce qu'est un service public, une cotisation sociale, ne savent pas forcément ce que c'est une collectivité territoriale, un ministère, comment faire valoir ses droits, quels sont nos droits, comment pouvoir les utiliser, comment pouvoir les faire valoir. Et je pense que là, il y a un énorme travail à faire sur, aussi bien quand les structures information jeunesse en Ille-et-Vilaine me disent que beaucoup des questions qui leur sont adressées concernent les droits, et notamment les droits du travail. Ne pas pouvoir déchiffrer une fiche de salaire, ne pas savoir comment ça fonctionne. Je pense que c'est nous exposer à d'autres raccourcis dans l'avenir si on n'a pas cette culture-là du fonctionnement des institutions, et surtout pour penser d'autres institutions qui vont remplacer celles-ci et qui soient conçues de manière à nous permettre au quotidien de discuter et de prendre des décisions collectives. Donc pour moi, il y a ce travail vraiment prioritaire sur la connaissance des institutions et une éducation au droit qui va avec. Alors je trouvais assez intéressant le travail qu'avait fait, je pourrais vous envoyer le lien, le GREP, c'est le groupe de recherche en éducation populaire au niveau national, qui avait interviewé un chercheur qui bosse sur les expériences de community organizing aux États-Unis, notamment avec des jeunes. Et ils font par exemple un travail sur des sortes de frises avec les jeunes pour essayer de prendre toutes les avancées sociales depuis plusieurs dizaines d'années. Et ensemble, chaque avancée sociale, ils font des enquêtes pour voir comment elles ont été obtenues, par exemple le droit à l'avortement, ou le SMIC, ou le droit au chômage, ou le fait qu'il y ait un sentier côtier, une loi sur le littoral, à partir des centres d'intérêt, essayer de prendre des événements qui ont amélioré, qui vont pour nous dans le bon sens, et le bon sens des leçons qu'on tire de cette crise, qui sont déjà là dans nos existences, et qui permettent de faire de la solidarité et de vivre de mieux en mieux. Prendre ces éléments-là et les décoder, en fait, avec des jeunes, avec des moins jeunes, pour pouvoir avoir une culture assez importante de ça. Pour
moi, il y a aussi des questions éthiques à travailler ensemble. Je pense que justement, quand je parlais d'entraînement mental tout à l'heure, c'est extrêmement important. Et Paul Ricoeur, qui m'a beaucoup inspiré aussi dans le travail de thèse, je me sers souvent d'un petit extrait de lui, justement sur les questions économiques, où il dit qu'il faut absolument qu'on restitue les dimensions éthiques des choix qu'on fait en termes de production et d'économie. Et que l'économie ne peut pas s'abstraire des questions éthiques et des questions de finalité. Donc je pense qu'on a tout un travail, et on pourrait le dire aussi pour la science. On est en train de numériser toute notre vie et de dématérialiser, et que le confinement va certainement accélérer ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a à dire au niveau éthique, au niveau vivre ensemble, de l'usage de ces technologies qu'elles permettent certaines avancées, c'est indéniable, mais quel contrôle et quel encadrement en fait, de l'usage de ces technologies on voudrait avoir. Donc c'est vraiment d'avoir des moyens de poser et d'envisager des façons de résoudre les problèmes. Pour moi, il y a aussi un travail à faire de rencontre. J'aime beaucoup l'expression d'Albert Jacquard, qui disait que pour lui, l'éducation, ça devrait être au-dessus de chaque école, on devrait écrire « Ici s'enseigne l'art des rencontres ». Pour moi, il y a tout un travail de faire connaître les alternatives, de faire connaître les expériences qui portent une autre société, ce que vous faites déjà, mais peut-être de l'étendre à la fois à des jeunes qui sont déjà engagés et qui sont… une jeune femme racontait hier que le fait qu'elle ait pu témoigner de son propre engagement en tant que jeune fille, que dans son lycée, il n'y avait aucun engagement, en tout cas palpable, avant qu'elle fasse son intervention, et que quelques mois après, du coup, plein d'autres jeunes ont eu envie de s'engager, de mener des actions. Et donc, il faut qu'on redonne aussi, et Paulo Freire, il insistait aussi beaucoup là-dessus, sur la pédagogie de l'espoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter effectivement de critiquer et de montrer les dangers, il faut aussi qu'on allume et qu'on cultive ensemble tous ces espoirs, ces expériences qui sont très stimulantes, comme vous parliez de la ZAD, vous parliez de Longomaille. Il y a des expériences coopératives actuellement qui sont vraiment à la pointe, aussi bien de la qualité de la discussion collective et démocratique que de choix qui sont faits en termes de production, en termes de répartition, de réflexion sur l'égalité économique et culturelle. Donc on a vraiment des choses, y compris les services publics, qui sont un exemple vraiment intéressant, avec une fonction publique voilà, à extraire de cette situation. Et dans les enjeux prioritaires de l'éducation populaire politique, il y a cette question de démocratiser l'économie dont je parlais tout à l'heure. On s'était, à un moment donné, on avait fait un travail sur des conférences gesticulées dans le cadre de festivals qui avaient lieu pour pratiquer une discipline artistique de manière populaire. Et on avait réussi, avec un petit groupe, à faire une conférence gesticulée sur l'argent. Et on s'était vraiment rendu compte, une nouvelle fois, que tout un chacun, même les éducateurs populaires patentés, étaient en grande inculture de l'économie. Il faut absolument qu'on ait une maîtrise des institutions de la production économique et non pas de la consommation. C'est pas tout à fait la même chose. Et je pense qu'à cet endroit-là, on a vraiment un gros travail à faire à la base pour s'emparer de ces savoirs-là qui sont pour l'instant réservés à une petite élite et qui manipule les idées à partir de cette connaissance qu'elle prétend avoir. Et qui nous empêche de penser des alternatives à ça. On a aussi effectivement peut-être à préparer des propositions dont je parlais tout à l'heure. Je sais que certains en ce moment font circuler par exemple des films comme l'an 01. Je sais que j'avais des collègues praticiens de l'éducation populaire du côté de Nantes qui avaient par exemple écrit un petit texte dans leur commune en
démissionnant les conseillers municipaux pour écrire un programme collectivement avec toute la population, tous ceux qui étaient volontaires. Donc je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être imaginées pour, en attendant le deuxième tour des municipales, pour mettre en discussion voilà, des propositions. Avec des jeunes, ça peut être absolument passionnant. Quand on l'avait fait au sein d'une coopérative d'éducation populaire pendant des vacances dans les centres de vacances, je dirais ils avaient repris les propositions les propositions de 68, de mai 68, et ils étaient allés les discuter sur la plage, dans les commerces. Et ce qu'ils en rapportaient, c'était extrêmement passionnant. Et peut-être une avant-dernière chose, c'est pour moi tout ce qui touche à l'éducation aux médias et à l'information. C'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, ça a pris une telle place. Apparemment, il y avait 37 millions de Français qui ont regardé le discours de Macron. On va dire que c'est une anecdote, mais c'en est pas une. Surtout quand les médias sont détenus par des grands groupes, on voit bien qu'il y a vraiment un enjeu, non seulement de critiquer la manière dont les médias fonctionnent, mais aussi d'apprendre à s'en servir et de faire de l'éducation populaire. C'est donc de tous, ce que faisait Freinet, hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il avait choisi la technique de l'imprimerie, mais donc de tous utiliser, apprendre à utiliser un micro dans une radio, à argumenter un point de vue, à questionner d'autres, à animer une discussion. Parce que si on veut que toutes les propositions dont on parle, elles puissent à la sortie de la crise être discutées et peut-être remontées, il faut absolument qu'on sache animer un débat. Il faut qu'on sache animer une discussion, il faut qu'on sache creuser des problèmes. Donc si on n'a pas cette expérience-là, comme disait Castoriadis, si tout participe à nous désapprendre à gouverner, on n'a aucune chance d'imaginer un avenir meilleur et de le faire advenir. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important de cultiver tous ces moyens d'expression, y compris artistiques, ce que vous avez en plus dans votre définition de métier, donc que ce soit par le chant, par les textes, par la radio, par le théâtre, voilà, par l'affichage, par le graphe. Toutes les techniques d'expression peuvent servir évidemment à donner un message, à faire réfléchir, à la poésie, enfin voilà, tous les arts. Il y a un penseur très proche de Hannah Arendt qui s'appelle Hans Jonas, qui disait qu'il devrait y avoir un principe responsabilité et qu'on devrait laisser la Terre, la planète, au moins dans le même état que dans celui dans lequel on l'a trouvée. Et moi, je me sens vraiment une responsabilité fondamentale à cet endroit-là vis-à-vis des générations futures. Et du coup, je trouve que c'est une question voilà, très, très forte. Et la deuxième chose, c'est que je pense que les jeunes doivent vivre encore d'une manière différente que moi, évidemment, et que nous, cette situation. Et qu'il faut aussi vraiment consacrer du temps, ce qu'on essaye déjà de faire, mais en consacrer à tous les endroits, et notamment des jeunes qui ont le moins de réseaux et de ressources à leur disposition, pour leur permettre de dire comment ils vivent cette situation et comment ils appréhendent les transformations en cours, qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant le confinement, qu'est-ce qu'ils en retirent. Et aussi, votre initiative, je la trouve vraiment salutaire. Et moi, j'ai essayé aussi très modestement de cultiver pendant cette période de confinement des échanges de ce type. Mais je trouve qu'il faut qu'on se soutienne parce que c'est assez dur. Mais en fait, tout ce qui se passe, la semaine dernière, je ne pouvais pas assister à l'entretien parce que les droits sont en train de reculer tellement vite qu'on est beaucoup sollicité pour prêter soutien et main forte à des collègues qui sont vraiment en danger. Et
Et du coup, je pense qu'on va avoir besoin beaucoup de collectifs pour pas s'essouffler, pour pas s'user dans cette après-crise sanitaire ou ce déconfinement. Et surtout, je pense qu'il faut donner des signes très très forts dès qu'on pourra sortir, de réoccuper la place publique, de réoccuper et de remettre en place tous les moyens liés à cette vie collective et à sa convivialité. Et, merci beaucoup. En tout cas, c'est extrêmement intéressant de pouvoir. J'ai hâte de pouvoir discuter de votre point de vue, en tout cas sur les mêmes questions. Vraiment.